Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Enfin, le plus anglais des capitaines français de Star Trek est de retour et ce bon vieux Jean-Luc n'est pas tout seul et on va même carrément parler de cul dans ce podcast. Make it so. Great. Now what? Welcome to the Earth of the 21st century. You're saying we can undo this nightmare? Let's go to work. You can pilot a starship, but you can't drive. You two really need to work on your communication. Right. See, there you go. Now you're in sync. We have 3 days before the future is changed irrevocably. But even in the darkest of circumstances, there is a light. Where are you taking us? Home. Working. Alors c'est la première fois qu'on a ce cas dans le podcast, c'est-à-dire qu'on va parler de 2 séries différentes. Alors on va parler tout d'abord de l'épisode de Star Trek Discovery de la semaine, donc le 11e épisode de la saison 4, et plus tard on parlera du premier épisode de la saison 2 de Star Trek Picard. Pour en parler, bien sûr je ne suis pas tout seul, j'ai un équipage d'élite ce soir encore, avec notre Romulien Romain Bramy. Ah non, il n'est pas là, on espère qu'il arrivera tout à l'heure. En attendant, on a toujours notre enseigne Marie-Paul. Salut Marie-Paul, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien. Prête à parler de Star Trek Discovery et Star Trek Picard ? À fond, je vois que Romain il est parti boire un coup en attendant qu'on se mette à parler de Picard parce que on a bien compris qu'il n'aime pas Discovery. C'est peut-être ça, ouais, t'as raison. Et on a donc une invitée exceptionnelle en la présence de Manon. Manon que vous avez déjà pu entendre sur les podcasts avec Manu de YMCU. Salut Manon, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va très bien, je suis très contente d'être ici ce soir. Alors, est-ce que toi t'es prête à parler de Star Trek Discovery ? Absolument pas parce que je n'ai pas vu un seul épisode de la série. Ah merde, bravo. Donc tu seras là pour parler de Star Trek Picard. Et puis en attendant Romain, avec Marie-Paul, on en discutera tous les deux. Mais avant ça, je vais faire un petit point quand même, un petit topo sur notre événement qu'on est en train d'organiser. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on a pour projet d'organiser un petit événement le samedi 10 septembre à partir de 18h sur le film Star Trek First Contact. On devrait y projeter le film de Jonathan Frakes dans une salle de cinéma, donc ça serait le Club de l'Étoile à Paris. Et dans la foulée, enregistrer notre podcast d'analyse devant le public, c'est-à-dire vous qui nous écoutez. Alors on travaille actuellement sur le financement participatif afin de pouvoir financer tout ça en prévendant des places à 12€. Alors c'est bien sûr à ce moment-là qu'on aura besoin de votre participation parce qu'on va réaliser cet événement pour vous et avec vous. Mais on a prévu aussi tout un tas de surprises et pour que ce ne soit pas qu'une simple séance de cinéma, parce qu'on a vraiment l'ambition de faire une sorte de mini-convention. Et un truc qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on devrait offrir, en plus de la séance avec le film et l'enregistrement du podcast, une sorte de cadran pop de papier, parce qu'on est en train de réaliser un fanzine de 44 pages qui vous sera offert, donc avec le prix de la séance, tout à 12€, c'est incroyable. On vous en dira plus la semaine prochaine pour son contenu. Pour le moment, le Club de l'Étoile essaye de récupérer les droits du film auprès de la Paramount. Alors j'ai vu sur les forums qu'il y a déjà des gens qui essayent de s'organiser pour chercher des hébergements sur Paris, ou même s'ils demandent s'il n'y a pas des fans parisiens qui seraient prêts à en recevoir d'autres qui viendraient de province. Alors on vous aidera à organiser tout ça en temps voulu, mais pour le moment c'est un peu prématuré parce qu'il faut d'abord déjà faire le financement participatif, parce qu'il faudra, pour que ce soit un succès et que l'événement puisse se faire, au moins prévendre une centaine de places. Voilà. Donc pour le moment c'est prématuré, mais on en reparlera donc pour le coup, parce qu'on va lancer le financement participatif au mois d'avril, je pense. Mais bref, donc on a plein de choses en route qu'on continuera de vous détailler chaque semaine, mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet podcast lecadranpop.fr. Moi je voulais juste dire que j'ai trop hâte. Et toi Manon, est-ce qu'on pourra te compter parmi nous ? Tout pareil, franchement, surtout pour First Contact. Ça donne envie, donc j'espère que je pourrai être là. Et toi t'habites où en fait ?
En ce moment, je suis sur Amiens. Donc, ah oui, c'est un peu loin. Le problème, c'est que passé une certaine heure, il n'y a plus de train, donc il faudra quand même que je règle la question du logement, mais ça devrait pouvoir se faire. Ouais, il y a déjà un groupe Facebook qui sera dédié à ça. Il y a des fans qui vont déjà commencer à réfléchir, à s'organiser là-dessus, mais voilà, on vous en reparlera. Alors justement, Manon, on va se tourner quand même vers toi pour savoir, c'était quoi ton premier contact avec la franchise, et puis qu'est-ce que t'aimes bien dans Star Trek, qu'est-ce que tu connais? Du coup, mon premier contact avec la franchise, je pense qu'il est un peu lié à mon âge, parce que ça va être les films de J.J. Abrams, que je n'ai même pas vu au cinéma. Je pense que le premier film, je l'ai vu chez une amie qui l'avait en DVD. Je sais pas même si j'ai pas vu le 1 et le 2 d'affilée, donc le premier film Star Trek de J.J. Abrams, c'est Into the Darkness. Et j'ai grave kiffé. Je trouve que je pense que c'est des bons films grand public, de SF, d'action, qui introduisent très bien à l'univers de Star Trek, sans forcément... on va dire que j'ai découvert ça comme ça, je me suis dit Star Trek ça a l'air trop cool, il y a des vaisseaux, il y a une bonne dynamique de personnages. Je trouve que dans ce casting là on trouve les personnages très attachants, et plus tard j'ai dû voir le 3e film, et ensuite j'ai vu justement Premier Contact, qui ramène à une autre époque de Star Trek, et j'ai été particulièrement touchée par le film, qui clairement a apporté quelque chose de différent, et qui est peut-être plus proche de ce que les fans originaux de Star Trek préfèrent. D'ailleurs, j'entends toutes les critiques de certains sur les films de J.J. Abrams qui ont peut-être pas la même âme qu'ont les films d'origine, et c'est en voyant First Contact que ça m'a traversé l'esprit de me dire faudrait quand même que je regarde The Next Generation, et même je m'étais posé la question sur la série originale, sans jamais trouver le temps et ça paraît tellement monumental en fait de loin, de se dire comment on commence Star Trek, est-ce qu'on commence du début, comment on fait, etc. Et c'est là qu'a été créé le Quadrant Pop. Et justement juste avant la première saison de Star Trek Picard, sachant que étant fan des X-Men, je suis forcément fan non seulement de Patrick Stewart dans le film First Contact, mais surtout en tant que Charles Xavier, donc forcément je me suis dit à aucun moment je peux ne pas regarder Star Trek Picard. Du coup j'ai suivi la petite liste conseil qui a été fait dans le premier numéro du Quadrant Pop, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier numéro. C'était dans le numéro 0, ouais, notre tout premier podcast, ouais. Et donc j'ai pris la petite liste de façon très première de la classe, où je vous ai vraiment écouté à la lettre, et je me suis fait tous ces épisodes conseillés qui justement permettaient de découvrir tous les personnages de ce Next Generation, en ayant un gros arc quand même sur Data, parce qu'on savait qu'il aurait une importance dans la saison 1 de Picard, et les épisodes avec Data sont juste des épisodes extraordinaires, donc que j'ai découvert The Next Generation, et je me suis dit c'est la meilleure chose du monde, et je n'ai toujours pas fait l'effort de regarder la série dans son entièreté, mais je le ferai un jour, parce que vraiment regarder cette série, même avec seulement quelques épisodes, ça devait faire une 20aine d'épisodes, mais j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment chouette. Et voilà, j'ai regardé Star Trek Picard saison 1, j'ai adoré, j'ai écouté tous les Quadrant Pop a posteriori, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai vu de Star Trek. Donc en fait, t'as regardé, si je récapitule, donc les films de J.J. Abrams, après tu t'es mis à regarder First Contact, et puis quelques épisodes épars de la nouvelle génération, puis la saison 1 de Picard en fait. Exactement. T'as pas regardé donc Discovery, t'as pas regardé Lower Decks non plus? Non plus. J'ai regardé les quelques épisodes de Voyager qui étaient conseillés, mais du coup que quelques-uns. Je connais même mal l'équipe du coup, et par exemple j'ai pas le rapport avec Seven of Nine tant que ça non plus, j'ai vu très peu d'épisodes avec elle. Mais ouais, donc globalement, finalement, ce que j'ai le plus vu, ça reste quand même The Next Generation. Et du coup, dans les vieux films, t'as quand même regardé, si je me trompe pas, les 4 premiers films. Ouais, c'est ça. J'en suis au 4e. Et j'ai vu Nemesis aussi, parce qu'il était conseillé pour avant Star Trek Picard. Donc j'ai vu. C'est vrai, oui, à cause des Romuliens, et puis la mort de Picard, de Data, forcément, c'est ultra important. Ouais. Ah, mais vous me spoilez, je les ai pas vus, je vous rappelle. Tu sais que Data est mort quand même. Tu ne peux plus dire ça. Parce que toi, Marie-Paul, t'avais bien vu la saison 1 de Picard. Oui, mais alors contrairement à non, j'ai pas regardé moi les épisodes que vous aviez conseillés avant de regarder la saison 1 de Picard, ce qui fait que j'étais clairement paumée.
que j'ai moyennement apprécié en fait au final cette saison 1 au premier visionnage. Parce qu'effectivement quand t'es paumé tu comprends pas tout, même si c'est quand même globalement bien écrit et plus ou moins bien joué selon les acteurs et les actrices. Mais effectivement en revoyant, en ayant entre-temps vu les premiers films, en ayant vu quelques épisodes conseillés, mais toujours pas, j'ai toujours rien vu de Voyager. J'ai vu que quelques épisodes avec Q, mais je commence quand même à avoir une meilleure connaissance de l'univers et j'ai recommencé à revisionner la saison 1 pour voir si, ça y est, en fait là je comprends mieux et effectivement je comprends mieux votre engouement et pourquoi vous étiez super excité que la saison 2 arrive et que t'es déjà, toi Guigui, vu l'épisode au moins 2 fois depuis sa sortie hier sur Prime, enfin voilà, donc... Si on se souvient, enfin, on avait quand même un enthousiasme un peu modéré parce que la saison 1 est loin d'être parfaite. Il y a quand même beaucoup de problèmes d'écriture qui sont des problèmes d'écriture qui sont similaires à ceux de Discovery d'ailleurs, même si c'est moins pire parce que, et d'ailleurs on va en parler, hein, mais je trouve que voilà, on accroche quand même plus à l'équipage, aux personnages et... c'est peut-être du fait que, évidemment, les personnages de Picard et Seven, on les connaît déjà, il y a déjà un background qui est très solide, donc forcément c'est plus facile. Je pense que toi t'as accroché plus parce que tu connaissais. Moi justement l'équipage, en fait, j'ai pas développé d'empathie comme j'ai pu développer de l'empathie pour les personnages de Discovery, tu vois. Bon, je pense mais ce que je veux dire, c'est qu'il évidemment il y a la facilité de Picard et de Seven, mais moi, ce qui m'a surpris et ce que j'ai beaucoup plu, c'est que j'ai adoré les nouveaux personnages comme Rios, même le docteur Jurati, il y en a plein qui l'aiment pas, moi je l'aime plutôt bien. J'aime bien Raffi aussi, j'ai même fini par apprécier Elnor. Donc ouais, tous les nouveaux personnages qui ont été créés dans Star Trek saison 1 de Picard, je les ai vraiment appréciés, alors que en peu d'épisodes, hein. Alors que Discovery, j'ai toujours du mal, alors que ça fait maintenant plus de 50 épisodes, et je pense que finalement la mayonnaise ne prendra jamais, et notamment avec l'épisode de ce soir dont on va parler tous les deux, hein, Marie-Paul, parce que visiblement Romain n'est toujours pas là. Donc avant de commencer là-dessus, ça fait quoi ? Ça doit faire presque 25 ans. Attendez, la dernière fois qu'il y a eu 2 épisodes de Star Trek en même temps, 2 séries qui tournaient en même temps, c'était en 1999, c'était Deep Space Nine et Voyager. Donc voilà, ça fait 23 ans, c'est la première fois depuis 23 ans qu'on a 2 séries Star Trek la même semaine et là la même journée même. Bon, sur 2 plateformes différentes, hein, une sur Pluto TV et l'autre sur Prime Video. Mais quand même, du coup, moi ça me fait un petit quelque chose. Et du coup, quel épisode de quelle série as-tu préféré cette semaine, Marie-Paul ? Entre Discovery et Picard. Tu m'aurais demandé ça il y a 3 jours, j'aurais jamais parié dire Picard. Mais en fait, ouais, ça a été Picard au final. Parce que même s'il y a des choses qui se développent dans Discovery, même s'il y a ça y est, ils arrivent enfin là où ils veulent aller depuis le début de la saison. Picard était mieux écrit. Alors oui et non, parce qu'on va le voir après, il y a quand même des raccourcis qui ont été faits et des trucs qui ont été mis un peu au forceps, qui sont un peu gênants, je trouve, dans l'écriture. Mais effectivement, ça fonctionne mieux. Il y a toujours ce défaut d'écriture sur Discovery qui continue à être là. Malgré le fait que on est dans les derniers épisodes, donc on sait que les derniers épisodes de Discovery, souvent l'intérêt remonte et il y a des choses qui se passent plus. Enfin là, j'ai l'épisode qui tourne en fond pour que je me remémore en tête tout, tu vois. Donc voilà. Donc là, même sur celui-là, ouais, non, Picard, c'était celui qui m'a le plus emballé au final. Et je suis tout à fait de ton avis, hein, évidemment. Bien que moi j'étais quand même bien chauffé par l'épisode de Discovery de cette semaine, parce que j'avais vu la bande-annonce sur internet et je m'étais dit tiens, ça a l'air pas mal, ouais. Et puis bon, finalement non, et bien sûr on va en parler tout de suite, de toute façon, dans la zone spoiler. Disco 09 to Discovery. We're about to enter the ionosphere. Losing comms from there. Understood, Commander. Good luck. Hope you find what you're looking for. Protective shielding deployed. It's good to know that the laws of physics still apply outside of our galaxy. Hang on. Ride'll smooth out in a minute.
Scans show numerous impact craters, presumably caused by the asteroids. Based on the rate of atmospheric dissipation, these would have occurred approximately 1,000 years ago, around the time the hyperfield itself was constructed. Oh, that makes sense. Given how advanced they are, the Tensi would have had some idea of what was coming and evacuated beforehand. Take a look at these ruins. The way the buildings have collapsed. I cannot think of any materials that could withstand the extreme pressures at the core of a gas giant. It seems rather impossible for biological entities as well. The Tensi must have lived in the gas layers. But how? Warning. Alors désolé Manon, on va te mettre de côté un petit peu. En attendant de parler de Picard, on va parler tous les deux avec Marie-Paul de l'épisode donc Pierre de Rosette en français, Rosetta, donc le 11e épisode de la saison 4 qui est une histoire de Terry Hughes Burton et réalisé par Jeff Baird et Jen McGowan. Alors donc l'histoire c'est on arrive près de l'espèce 10C et donc alors que la capitaine Burnham mène une mission à l'extérieur du Discovery vers une planète qui abritait autrefois les extraterrestres qui sont responsables de l'anomalie, Book et Tarka s'infiltrent secrètement dans l'USS Discovery pour faire un plan complètement foireux. Et donc voilà. Moi j'étais quand même chauffé, comme je le disais, par cet épisode parce que là il y avait de l'exploration. Et en plus de ça, il y a de l'exploration, donc ça fait plaisir parce que Star Trek à la base c'est quand même ça. Et aussi en plus de ça, on avait une configuration un peu classique, c'est-à-dire qu'on avait la capitaine, le docteur, le second et le pilote. Donc ça faisait une configuration à la Kirk, Spock, McCoy et Sulu. Donc c'est du classique quoi. Et c'est là où les personnages en général fonctionnent de manière complémentaire. Sauf que dans Discovery ça marche un petit peu moins bien. Mais en tout cas, voilà. Et puis ils sont en scaphandre, ils explorent une planète, ils se rendent compte qu'il y a des eaux gigantesques. Donc, si ça se trouve, les extraterrestres de l'espèce 10C, c'est des sortes de titans. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et puis, malgré tout, on se rend compte que c'est tiré en longueur et que le Discovery, en fait, l'équipage du Discovery, c'est en fait une grosse thérapie de groupe, parce qu'ils passent leur temps quand même à parler de leurs états d'âme pour dire tout et rien. Alors que normalement ils devraient être assez pressés de faire tout un tas de trucs parce que normalement c'est la fin du monde pour la Terre, pour Nivar, pour plein de trucs, parce que l'anomalie pendant ce temps-là elle continue son travail quoi. Alors qu'est-ce que tu penses de ça Marie-Paul? Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cet épisode? Non, écoute, comme toi, j'étais hyper contente de voir de l'exploration de la planète, qu'enfin on puisse mettre une apparence sur ces extraterrestres 10C. Qu'il se passe des trucs pendant cette exploration, qu'on comprenne des choses. Effectivement, l'écriture en longueur et le développement des personnages qui continuent pendant que l'intrigue se déroule est assez maladroite. Et je pense qu'ils auraient pu faire passer les mêmes messages en les étirant un peu moins, parce que c'est une thérapie de groupe, mais effectivement la particularité de cette cendre, c'est la cendre, l'hydrocarbure, l'hydrocarbure qui leur fait ressentir tout ce que les extraterrestres ont pu ressentir, que ce soit à l'extérieur de la planète ou ensuite à l'intérieur de l'endroit où ils sont, qui semble être une nurserie. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, comme c'est dit dans l'épisode, ils ressentent tout ça, ils arrivent à avoir une connexion, à avoir une empathie, et pourtant ils sont en train de dézinguer des mondes pour pouvoir, on suppose, survivre même, mais on ne sait pas vraiment, puisque on n'a toujours pas vu l'ombre on a juste vu des os, des momies, mais on n'a pas vu du tout de... Oui, c'est assez informe pour l'instant. Quoi. Voilà. Donc je pense qu'effectivement cette partie-là aurait pu être un peu plus boostée et plus dynamique. Mais c'était cool quand même de voir ce truc des combinaisons qui sont pas réglées pour être étanches à toutes les substances. En l'occurrence c'est une substance inconnue, donc ce qui leur fait qu'effectivement ils deviennent complètement en pâte avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est de 1000 ans auparavant, c'est ça Ah, ça, j'ai pas retenu. Il me semble que c'est plus que 1000 ans, non? C'est plus? Moi, je sais plus. Il y a longtemps. Voilà. Oui, il y a très longtemps. Ça, j'ai pas noté, ouais.
Mais donc voilà, moi je trouvais ça intéressant, mais effectivement l'écriture fait que c'est oui, parce qu'en fait là on a 10 minutes. Grosso modo, on a 10 minutes qui sont plutôt cool. Oui, ils vagabondent dans des lieux, etc. Ils mènent leur petite enquête, ils se posent quelques questions. Mais en fait, le côté thérapie de groupe, il est présent dans cette saison depuis le premier épisode, en fait. Et tous les personnages, ils ont des discussions, mais qui me paraissent mais tellement vaines, tellement creuses. Je veux dire, Adira qui se demande si elle doit dire bonjour ou pas à Detmer, quoi. Et on fait 3 minutes là-dessus. C'est abusé quand même. Alors je suis pas d'accord. Je sais que vous reprochez ça depuis le début. Moi je trouve qu'au contraire dans les anciennes séries, alors effectivement on manque d'exploration de Discovery. Clairement ça c'est un truc qui et d'équipage classique qui va explorer des planètes. Ça c'est clair que c'est un truc qui manque. Mais en même temps les connexions entre les personnages etc. avaient l'air semblaient être moins développées. Après encore une fois j'ai un avis de newbie. Je rappelle que j'ai pas vu toutes les séries. On a l'impression qu'ils communiquent vachement moins, quoi. Non, il y en a même vachement plus. C'est simplement que je veux dire, ces conversations, elles sont complètement creuses, quoi. On dirait que c'est des adolescents, tu vois, c'est des personnages qui sont vides. Le dialogue entre Detmer et Adira, et je sais plus ce qu'elle lui dit. Elle lui dit un truc du style, je vous ai dit bon vol. Tout à l'heure, j'espère que vous allez oublier ça parce que c'était un peu bête. Ah bah non, j'ai bien volé. On devrait plutôt en parler tous les jours. Enfin, en gros, soyons BFF, quoi. Soyons les meilleurs amis. Alors que je veux dire, mais cette conversation, elle mène nulle part, quoi. C'est complètement vide. On dirait des adolescents, quoi. On dirait Art les cœurs à vif, des adolescents qui, à la rentrée des classes, qui font connaissance. Et pas des adultes, pas des gens responsables qui ont plein de trucs à dire. C'est censé être des gens, quand même, qui ont du bagage, qui ont du vécu, et puis qui... qui ont plein de sujets intéressants à dire sur plein de trucs. Il y a juste le personnage de Tig Nogато qui, à chaque fois... Elle, par contre, c'est plutôt bien écrit, ça. Elle apporte quelque chose, tu vois. Il y a vraiment du carburant dans ces conversations, dans ces tirades. D'ailleurs, quand elle dit à Tarka, quand elle le trouve sous la table, j'espère que vous êtes caché pour une fête d'anniversaire. Ça m'a fait rire, par exemple. Mais je trouve que les autres personnages, tu vois, Detmer, quand elle arrive avec nous parler de ses traumas, oui, mon père, je sais pas quoi, très bien. Allez, on va dire qu'elle était sous l'influx. N'oublie pas qu'ils sont tous en position de syndrome post-traumatique. Ouais, mais d'accord, mais c'est toujours mis à la louche comme ça, tu vois, quand ils en ont besoin, mais finalement, ça n'apporte rien du tout, quoi. Ça apporte rien pour le personnage. Au personnage, en fait. Ça apporte, mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, c'est mal écrit, en fait. C'est super mal écrit. Par exemple, quand elle parle de son père sur le truc, ok, elle est sous l'influence du machin, pourquoi pas. Mais pourquoi après elle vient s'excuser de ça dans la navette ? Je veux dire, ça n'apporte rien, quoi. C'est ridicule. Et il y a eu la même chose avec Ovo, quelques épisodes plus tôt. C'est-à-dire qu'elle te sort un trauma dans une situation où t'as pas le temps de parler de ça, et puis l'épisode d'après, elle s'en excuse. Mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on construit un personnage, quoi. Les personnages, pour l'instant, ils restent creux, ils n'ont pas de caractère, on ne connaît pas leurs qualités, on ne connaît pas leurs défauts, mais on connaît des traumas qu'ils ont eus dans leur jeunesse qui les poussent à agir de telle ou telle façon et à se montrer comme étant vulnérables. Mais non, c'est pas des personnages, pour moi, c'est des coquilles vides, c'est des états d'âme qui se promènent pour moi. Et ça, c'est vraiment super dommage parce que, putain... Il y a un truc qu'ils font qui est vachement bien dans cette saison, c'est justement mettre en avant les personnages de la passerelle. C'est ce qu'on réclame depuis le début. Mais si c'est pour faire ça, ça fait quand même ça fait un peu mal au cœur, quoi. Tu vois, Adira, sur le papier, à la base, il y avait plein de trucs à faire avec elle. Et pour moi, ça reste toujours du gâchis, quoi. Et encore une fois, pour moi, la principale caractéristique de Discovery qui fait que Discovery ne fonctionne pas, c'est que les personnages ne sont pas bien caractérisés. Encore un exemple. Michael Burnham, elle est xénobiologiste, et on le sait, c'est dit dans le tout premier épisode de la saison 1, c'est oublié jusqu'à maintenant parce que c'est utile. C'est ce qui fait que les personnages ne fonctionnent pas les uns avec les autres, parce qu'il n'y a pas de répondant, et tout ce qu'ils peuvent se dire, c'est des banalités. Des banalités pour eux, mais aussi pour le récit principal. Aussi, au final. Ah oui, je pense clairement, oui, exact, je pense que tu as raison. Le principal, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment un gros problème et on passe un temps fou, tu vois, par exemple, Culbert et Burnham qui discutent de leurs états d'âme, enfin les états d'âme de Culbert, alors qu'il reste 24 heures à la Terre et à Nivar.
Tu vas pas me dire qu'ils ont pas l'un et l'autre des trucs à faire beaucoup plus urgents que ça, quoi. Certes, mais enfin là, on est quand même en train de vivre une époque où il y a une guerre qui vient d'être déclarée en Europe. On est quand même tous à avoir des interrogations, à échanger sur nos états d'âme et sur comment on se sent. Donc c'est aussi normal que même si il te reste 24 heures à vivre, alors après c'est mal amené, c'est mal présenté, mais pour moi ça reste normal en fait. Tout ce dont ils discutent, c'est logique. C'est juste que il y a pas un lien, il y a pas parce qu'il manque quoi. Tu vois, tu fais ça après l'action, tu le fais pas au moment où tu as quelque chose à faire. Et voilà, c'est ça qui va pas. Et en plus, c'est un autre truc. Tarka et Book qui font leur truc dans leur coin. Bah, je sais pas, au bout d'un moment, au point où on en est, pourquoi ils veulent pas travailler avec le Discovery, quoi ? Pourquoi ils continuent à faire leur truc dans leur coin ? Je veux dire, ils ont eu la preuve que ce qu'ils font, bah, ça marche pas forcément. Ils en savent pas plus que les autres. Pourtant, ils ont des compétences. Ok, ce qu'ils ont fait, bah, ils méritent la prison. Mais encore une fois, au point où on en est... aidez-les, quoi, travaillez ensemble, vous irez en prison après. Enfin, je sais pas, tu vois, pour moi, les personnages, ils se comportent pas en adultes responsables, alors que c'est quand même être la crème de la crème, quoi. Et pour moi, c'est ça qui va pas. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et là, je pense que, passer 50 épisodes, ça... Captain, incoming message. Sur écran. Excusez-moi du retard, capitaine, j'ai essayé d'éviter la nébuleuse Discovery pour me rendre au plus vite vers la nébuleuse Picard. On va vous téléporter à bord, pas de problème. Salut Romain, comment ça va ? Alors, finalement, t'as essayé d'échapper, mais tu vas pas y échapper, hein. Tu vas nous dire ton avis sur Discovery, l'épisode de cette semaine. J'espérais arriver après que vous ayez fini de parler de Discovery. Je suis encore un petit peu trop en avance, je suis désolé. Non, mais en plus, il était pas mal cet épisode de Discovery. Au moins, l'intrigue avance. Après, c'est vrai que, comme beaucoup de monde cette semaine, j'ai regardé Picard et Discovery l'un à la suite de l'autre, en commençant par Picard. Et j'avoue que j'avais pas du tout la tête à regarder Discovery, donc j'étais pas forcément concentré. Mais j'ai trouvé l'épisode plutôt quand même mieux, et au moins l'histoire avance un petit peu. Donc non, c'était pas désagréable. Il y a un truc, je me rends compte dans Discovery, c'est que quand il y a le personnage de Detmer qui est à l'écran, je m'amuse un peu plus parce que je trouve que c'est un des personnages qui est bien joué et qui a du potentiel. Et donc peut-être que juste le fait qu'elle soit dans le Away Mission cette fois m'a fait aimer l'épisode un petit peu plus. Par ailleurs, je pense que c'est un des épisodes, tu sais, ils avaient dit cette saison qu'ils allaient utiliser les mêmes technologies qu'ils utilisent dans les séries Star Wars, tu sais, avec l'écran incurvé qui leur permet d'être vraiment dans la scène. Et je trouve qu'on le ressent dans cet épisode et que les personnages ont l'air plus... Enfin, j'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien quand ils étaient dans cette espèce de scène d'horreur là, enfin où ils ressentaient les choses, et j'ai trouvé que visuellement l'épisode était assez intéressant. En tout cas, c'est l'air d'être de la bonne, qui est sur cette planète. Si c'est ta conclusion, Marie-Paul, est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter sur cet épisode avant qu'on passe directement à Picard ? Non, moi effectivement, je voulais rajouter que ce que vient de dire Romain, c'est que oui, graphiquement, il y a des trucs vraiment chouettes. C'était cool de les voir en scaphandre, en combinaison. Ça marche mieux, effectivement. On a moins l'impression de les voir que sur fond vert, donc ça c'est chouette qu'il y ait ces moyens techniques qui soient mis en place pour une série de SF où franchement ça fait plaisir, quoi. On se croirait presque dans l'espace, quoi. Ok, allez, c'est parti, on va parler enfin de Star Trek Picard. I first saw you as a man who chose the stars. But after all this time, I've come to wonder, have you been seeking or running? Do you recall what I said, Jean-Luc, when last we parted ways? The trial never ends. Q. I am way too old for your bullshit. Guys, we got big problems. Something moved us. Q went back in time and turned our world into a totalitarian nightmare. Do you understand what this means? Time has been broken. I will get us home together. Working. Alors ce
premier épisode de la saison 2 de Star Trek Picard s'appelle le The Stargazer, le premier vaisseau que Picard a eu en tant que capitaine. Alors l'histoire, le scénario est écrit par Akiva Goldsman, donc producteur à peu près sur toutes les séries Star Trek récentes et surtout de showrunner de la nouvelle série qui arrive, Strange New Worlds. Et aussi, l'épisode a été écrit par Terry Matala, qui est le showrunner de cette saison 2, on va y revenir, et l'épisode a été dirigé par Doug Arniokoski. Voilà. Alors un mot sur Terry Matala, c'est le showrunner, donc je trouve de la plutôt moyenne série L'Armée des 12 singes. Alors, c'est pas une série qui m'a enchanté. Moi j'ai regardé les premiers épisodes, je trouvais que c'était une série moyenne, moyen budget, plutôt random, mais c'est vrai que visiblement elle a quand même ses fans, parce que c'est pas la première fois que sur internet j'ai eu quand même plusieurs personnes qui m'en ont parlé en me disant si c'est vraiment bien. Mais en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que ce fameux Terry, il a travaillé comme assistant du producteur exécutif Braden Braga, scénariste et producteur bien connu des fans de Star Trek. Matala a aussi joué au figurant en tant que membre de l'équipage de l'Enterprise D dans le dernier épisode de Star Trek Enterprise. Il a aussi, il me semble qu'il a écrit 2 épisodes de Star Trek Enterprise. Il a aussi écrit des comics Star Trek de la nouvelle génération. Donc c'est plutôt un fan de l'ère de Berman, et puis d'une certaine façon il y a été un peu formé, quoi. Et donc moi j'ai trouvé qu'après cette saison 2 de Lower Decks, c'était un peu la deuxième fois que j'avais cette sensation d'avoir enfin retrouvé mes chaussons, et peut-être que c'est un peu grâce à ce showrunner là. Alors l'histoire de ce premier épisode, c'est Starfleet qui doit une fois de plus faire appel au légendaire Jean-Luc Picard après que des membres de son ancien équipage, le capitaine Rios, qui est désormais le capitaine du nouveau USS Stargazer, Seven of Nine, Raffi et le docteur Agnès Jurati, qui enquêtent sur une anomalie dans l'espace avec un message qui dit « Aidez-nous Picard », avec une demande aussi pour rejoindre la Fédération, et il s'avère qu'il s'agit en réalité des Borg. Alors que Picard lance une autodestruction du vaisseau suite à une confrontation avec la Reine Borg qui se passe finalement pas très bien, et c'est là qu'on a un flash blanc qui apparaît et Picard qui se retrouve sur Terre dans un univers alternatif, car finalement Q semble être à la manœuvre. Alors qui veut commencer ? On va commencer avec toi, Manon. Qu'as-tu pensé de cet épisode ? Alors j'avoue que je suis un peu partagée, c'est-à-dire que j'ai quand même trouvé l'épisode assez long, parce que je pense que c'est un peu le propre de tout épisode numéro 1 où il faut un peu tout remettre à plat, replacer les personnages, et on revient pas trop sur ce qui s'est passé en fait dans la saison précédente. C'est très bizarre cette façon de faire presque un nouveau pilote, je trouve. J'avais presque cette impression qu'on nous représentait les personnages pour la première fois, qui du coup était un peu presque différent ou un peu redéfini. J'ai un peu eu cette impression. Et en plus, ils étaient tous un peu éparpillés, et du coup, j'ai trouvé que c'était pas très naturel. J'ai trouvé, comme je disais, que c'était un peu forcé. Et puis, du coup, en plus, j'ai pas retrouvé. Enfin, je me suis dit. Alors, Rios m'avait beaucoup manqué. Picard m'avait beaucoup manqué. Et j'avoue que, en vrai, moi aussi, je suis pas non plus 100% attachée à tous les personnages. Autant j'ai vraiment bien aimé la première saison de Picard, mais je pense que je suis pas tombée amoureuse de l'équipage comme j'ai pu tomber amoureuse de l'équipage de Star Trek Next Generation ou de. Ah bah ça c'est sûr. Non mais là tu mets la barre trop haut. Là. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup comme il y a Picard dans la série, je pense qu'on a un peu du mal à retrouver le rapport qu'il a à tous les personnages. Je trouvais avec Raffi encore ça fonctionne un peu, mais avec Elnor. Oui et non, enfin je sais pas, j'ai pas eu ce côté où j'avais un immense plaisir de revoir les personnages, et je trouvais ça lent, et je me disais bon où on va, c'est bizarre et tout. Et puis je trouve que le dernier quart d'heure de l'épisode pour le coup nous hype complètement pour la suite. Ça trace le fil de ce que va être la saison, et puis l'arrivée de Q, des Borg, tout d'un coup il y a plein d'enjeux très excitants qui sont mis en place, et des surprises. Donc voilà, je suis restée sur une note positive, mais j'avoue que j'ai trouvé quand même un peu le temps long, et que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi je n'aime décidément pas le personnage d'Agnès Jurati. Genre vraiment, j'avais oublié à quel point je ne l'aimais pas. Je trouve que chaque scène avec elle est très gênante. Et voilà. Et toi, Marie-Paul ? Alors, assez de l'avis de Manon, c'était un petit peu long effectivement. Il fallait effectivement réinvestir remettre en selle un peu tous les personnages. Moi, je continue à avoir
pas beaucoup d'intérêt pour les uns et les autres de l'équipage. Elnor étant celui dont je me fous totalement, j'ai envie de dire, le plus. C'est cool de voir, de les revoir, etc. Mais il y a des choses on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été un peu oubliées, qui sont balayées sous le tapis, vite fait, parce que ça sert la nouvelle intrigue, c'est cool, ça va plus vite, on perd pas de temps. Oui, enfin, on perd pas de temps, on perd du temps à faire les états d'âme de Picard, parce qu'excuse-moi Guigui, mais quand même, il y a aussi des états d'âme dans cette série-là. C'est vrai. Et qui sont un peu longs aussi. Hein, c'est vrai, mais la différence avec Discovery, c'est que Picard, c'est un personnage qui est bien installé et qui n'a pas justement... Enfin, il y en a eu, mais jamais à ce point-là, quoi. Donc... c'est quelque chose qu'on peut attendre, tu vois, alors c'est vrai que c'est un peu facile pour les scénaristes de maintenant de récupérer des choses qui ont été faites par le passé, mais du coup, ouais, ça rend la chose un peu plus logique. Toi, le mec, il a presque 100 ans, donc du coup, il s'est jamais beaucoup trop livré, à part quelques rares occasions, donc effectivement, on est en droit de se demander, quand t'as 100 ans, c'est normal dès que t'es toujours célibataire, tu vois. En tout cas, mais t'as raison, en tout cas. Déjà défini la normalité, et ensuite, moi, c'est ce que Enfin, tu vois, il faudra arriver à trouver un juste milieu entre l'écriture des personnages, le développement des personnages de, par exemple, TNG et Discovery, tu vois. On parle pas assez, on parle trop, voilà, bref. Moi, j'ai été gênée par l'espèce de micro love interest au départ. J'ai trouvé ce moment mal amené, mal joué, et voilà. Après, c'est cool parce que c'est des personnages âgés, donc c'est bien de toujours montrer que même les personnes âgées ont des vies amoureuses, sexuelles, etc. On le montre jamais assez à l'écran. Néanmoins, elle a quand même 20 ans de moins que lui, donc ça reste quand même toujours dans les clous d'Hollywood, comme on les voit généralement. Mais enfin bon, bref, ça c'était vraiment un micro aparté. C'était cool, effectivement, la fin de l'épisode a vraiment hypé le truc et a vraiment relevé l'intérêt de cet épisode, le passage de l'enfance de Picard, où on entrevoit quelques clés de compréhension par rapport à ses parents, machin, c'était sympa, mais bon, pareil, c'était un peu gênant, mais bon, est-ce que ça c'est parce qu'on est français et que le voir courir avec son béret en couche-culotte, voilà. Ouais, habillé comme dans les années 1950, ouais, c'est un peu étrange, hein, j'avoue. Mais voilà, sinon, écoute, non, globalement, quand même, c'était plaisant, et puis c'est plus agréable aussi pour moi de mieux comprendre les enjeux, et en ayant vu les épisodes que vous avez donc conseillé dans la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière, avec l'épisode notamment de Q, pour un peu mieux comprendre ce personnage qui, pour moi, reste insupportable. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Alors, avant de revenir vers Romain, moi, je vais donner mon avis tout de suite. Alors, c'est vrai, par rapport au Love Interest, moi, ce que je trouve qui va pas du tout, il y a Matou qui le dit sur le forum Ultime Frontière et qui résume très bien la chose et qui, pour moi, est le gros point noir de cet épisode que j'ai adoré, hein, mais il y a quand même des points noirs. Pour qui se demande comment Patrick peut avoir un intérêt amoureux avec Laris alors qu'elle était mariée à son mari Zaban, qui a été assassiné hors champ par l'infâme Scriptech, un agent romulien du Script Shi'ar, une officine qui est chargée d'éliminer tout ce qui gêne la narration. Alors c'est clair que c'est vraiment le gros problème, hein. Alors moi je le mets de côté, mais c'est vrai que quand même, le fait d'expédier le corps synthétique de Picard, parce que finalement ça sera pas le sujet, expédier le fait que Jurati, elle a quand même tué quelqu'un et que il faudrait qu'elle en assume les conséquences, et puis voilà, Zaban a disparu et du coup Laris est disponible, enfin ça fait quand même, comme tu dis Marie-Paul, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sous le tapis. Et on sent que sur la saison 1, il y a des choses, comme les showrunners ont changé, c'était des cailloux dans la chaussure dont il fallait se débarrasser, quoi. Et ça, c'est vraiment drôlement embêtant, quoi. Limite, on pourrait ne pas voir la saison 1. Non, peut-être pas, parce qu'il y a quand même des personnages dont on fait la connaissance dans la saison 1 qui sont importants, comme Rios, par exemple, ou Elnor, ou Raffi. Il faut avoir vu la saison 1, mais c'est vrai qu'on, dans l'absolu, on pourrait très bien faire passer outre, quoi, à la rigueur. Je pense pour Rios, on comprendrait vraiment pas, par contre, parce que ouais, c'est vrai. Et puis surtout double apparition. Son hologramme Emmett, moi j'ai adoré, hein. Franchement, la séquence avec Seven sur la Sirena, c'était excellent, quoi. Ouais, moi aussi, je crois que c'est mon passage préféré de l'épisode.
Je trouve que Jeri Ryan, elle est vraiment fantastique. Et en plus de ça, j'ai trouvé ça vraiment logique quand même dans l'évolution de son personnage, elle a toujours eu un cadre bienveillant en tant qu'ex-Borg à bord du Voyager. Et quand elle s'en est affranchie, elle s'est rendue compte quand même que, franchement, c'était la merde. Et du coup, le fait qu'elle soit maintenant devenue badass, c'est suite au trauma qu'elle a vécu, mais surtout que finalement, elle ne veut pas d'équipage humain et qu'elle se sent plus à l'aise avec un hologramme, ça vient de son passé, justement, parce qu'elle formait un duo avec le docteur holographique sur le Voyager. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais en fait, Emmett, il a fusionné en fait toutes les personnalités de l'IMH du première saison ont été fusionnées dans Emmett, en fait. J'ai trouvé ça assez intéressant de le voir, en fait. Alors moi j'ai presque tout aimé dans cet épisode. J'ai presque tout aimé, tout en comprenant les critiques aussi bien de Marie-Paul en tant que novice de l'univers Star Trek et de toi en tant que fan. Toutefois j'ai quand même tout aimé dans le sens où j'ai trouvé que c'était dans la première saison il y avait ce truc un petit peu bizarre où tu avais l'impression que tout ce qui touchait Starfleet ça sentait mauvais et qu'il fallait absolument pas le toucher en fait. Je sais pas si t'as remarqué, il y avait très peu de choses Starfleet en fait dans la première saison. Et là on est full dedans. C'est vraiment uniquement des flashbacks ou des choses comme ça. Là, au contraire, on est rentré dans le dur. Donc moi, je trouve que Marie-Paul a pas tout à fait tort de dire qu'on peut presque se passer de voir la première saison. C'est presque un soft reboot quand même pour la série. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Là, on est beaucoup plus ancré dans Starfleet. Picard est devenu ce que tu aurais pu attendre d'un Picard. Il est chancellor de la Starfleet Academy, si j'ai bien compris. Rios est devenu capitaine de son vaisseau. Raffi également. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les états d'âme de Picard, dans une série qui s'appelle Star Trek Picard, ce qui était étonnant pour une série Star Trek, on l'avait beaucoup dit dans la première saison, puisque d'habitude les séries de Star Trek sont toujours des séries d'ensemble, et c'était la première fois qu'on se fixait sur un seul personnage. Du coup, je trouve ça assez intéressant qu'on rentre dans l'histoire du bonhomme, de l'homme Picard, d'autant que finalement, t'as beau être fan de Star Trek, tu te rends compte qu'on savait assez peu de choses finalement sur le passé de Jean-Luc, et là, clairement, on a déjà appris plus, on a déjà appris énormément de choses. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas forcé. C'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que maintenant, si on te dit, et c'est clairement vers là qu'on va, que ses parents étaient dans une relation abusive et que son père était probablement un homme violent, finalement, de ce que tu sais de sa vie et de son frère, par exemple, dans l'épisode Family, qui est un de mes épisodes préférés de Next G, c'est très compatible. Je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Ah oui, c'est complètement le prolongement de ce qu'on voit dans la nouvelle génération, complètement. Absolument. Quand tu vois la personnalité de son frère, qui est un homme aimant, il est très aimant vers sa femme, mais qui a également quand même une violence en lui, enfin une espèce d'aigreur en lui. Et du coup, moi, j'ai trouvé quand même un écho j'en ai parlé la dernière fois, de l'autobiographie de Jean-Luc Picard. Bon, alors même si du coup, ça va complètement sortir du canon, même les premières pages, les premiers chapitres que j'avais aimés, parce que là, on n'est pas du tout dans une relation de père abusif, mais on se retrouve quand même dans une configuration où Jean-Luc est très proche de sa mère et pas du tout de son frère et encore moins de son père, et que du coup il s'échappe justement de cette famille en allant vers les étoiles. C'est quelque chose qui effectivement était déjà suggéré dans la série, mais là c'est carrément verbalisé et c'est complètement logique en fait. Une sorte de fuite en avant en plus. Ce qui irait aussi avec le fait qu'il était plutôt casse-cou dans sa jeunesse en fait. Donc tout ça c'est compatible. Voilà. Alors maintenant mes craintes. Alors j'ai adoré ce premier épisode. Vraiment je l'adorais. J'avais également adoré le premier de la saison 1. Donc des fois il faut se méfier un petit peu. Bien que j'aime bien la saison 1 de Picard en vrai, mais c'est plus des éléments. Maintenant mes craintes c'est plus que maintenant qu'il y a ce twist à la fin de Voyage dans le temps. Enfin d'ailleurs pas de voyage dans le temps maintenant que j'y pense, de transfert dans un univers parallèle. Pour l'instant, ouais, on est à la fin, on se termine sur un univers alternatif, une timeline qui a été modifiée a priori quoi. Mais à la même époque, on est d'accord. Ça va être le même moment, oui. Donc ce que j'espère, c'est que finalement on va pas se retrouver avec les mêmes travers de la saison 1 et finalement se rééloigner de Starfleet. J'espère qu'on restera. Moi, enfin, c'est un détail. Je sais que Marie-Paul, tu vas nous prendre pour des fous furieux, mais par exemple, rien que la scène où la flotte de Starfleet se réunit pour rencontrer la menace Borg. Tu vois, c'est des vrais vaisseaux de Star Trek avec des classes qu'on a connues par le passé. On reparle de la classe Excelsior, la classe Saratoga. Ils ont même été chercher des classes de Star Trek Online que moi auxquelles je joue pas du tout, mais je sais que les fans acharnés de Star Trek sont super contents parce qu'il y a des vaisseaux qui n'avaient existé pour l'instant qu'en jeu vidéo qui apparaissent dans cette courte scène. Et tu vois, rien que ça, on se rappelle tous, enfin nous les gros nerds on s'en rappelle en tout cas, qu'à la fin de la saison 1 de Picard, il y a une flotte qui apparaît, c'est un copier-coller du même vaisseau unique et
tout, ce qui est pas du tout dans si tu veux, dans l'esthétique habituelle qu'on connaît de Star Trek. Et rien que ça, tu parlais du nouveau showrunner, on sent un amour quand même pour l'univers Star Trek, très différent de ce qu'on a connu dans la saison 1 et très différent aussi finalement de ce qu'on voit dans Discovery. En plus, les nouveaux uniformes sont plutôt cool. Puis voir Raffi, voir Rios en uniforme, moi j'ai trouvé ça vraiment trop cool, quoi. Et le fait que Elnor soit effectivement le premier cadet romulien, je trouve c'est classe. Par contre, je pense qu'il va falloir que tu acceptes l'idée qu'on va s'éloigner de Starfleet, pour le reste de cette saison, parce que là c'était pour ancrer le truc, mais maintenant on se dirige complètement vers autre chose. Je sais pas, parce que si tu penses à Yesterday's Enterprise par exemple, auquel cette fin d'épisode fait quand même énormément penser, entre nous, c'est... Là aussi, il y a une menace, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même qu'ils arrivent à faire original avec un scénario de base qui est quasiment un clone de Yesterday's Enterprise quand même. Donc attention, Yesterday's Enterprise restait énormément dans les clous de la Fédération. Ça te rajoutait même énormément de backstory. T'as vu les bandes annonces, tu vois très bien que ça va pas du tout se diriger vers là et qu'on va se retrouver quand même avec une équipe un peu undercover de Picard, un peu comme dans la saison 1 et en mode retour sur Terre, quoi. Peut-être, d'un autre côté, il y a quand même un truc qui est clair dans ces bandes annonces qu'on a vues jusqu'à présent, et l'apparence de Guinan, que j'ai adoré d'ailleurs dans le premier épisode, nous laisse penser. J'ai l'impression qu'ils nous ont vraiment montré le début du début dans les bandes annonces jusqu'à présent. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qui restent à être révélées. Je suis pas complètement sûr que toute la saison se déroule dans le passé, dans cet univers alternatif. Pour moi, ça sera que l'épisode 2, et à partir du 3, ils seront dans le passé. Je pense que c'est ça qui va se passer. Ouais, ou peut-être qu'ils vont jumper, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Tant qu'on n'a pas trop, on voit pas trop l'androïde, enfin la synthétique là de la première saison que je ne supportais pas. Je trouve l'actrice Soji. Vraiment. Oui, on la verra pas trop, j'ai l'impression non plus. Insupportable. Voilà, moi tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit pas trop dans cette saison-là. Je trouve que c'est bien, justement, contrairement à Discovery, ils se sont pas forcés à l'intégrer dans une intrigue où finalement elle n'aurait rien à faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que oui. Les autres suffisent largement, quoi. Mais moi j'ai quand même bien aimé, alors c'est vrai que c'est très chiant d'avoir parce que là il y a une ellipse de 2-3 ans en fait qui s'est passée par rapport à la saison 1, donc du coup effectivement la relation amoureuse entre Raffi et Seven qui avait été juste évoquée dans une courte scène dans le dernier épisode de la saison 1, là c'est devenu une relation compliquée à distance, pareil pour Rios et Jurati, etc. Donc il y a plein de choses qui ont été faites hors écran, et ça c'est quand même un petit peu dommage, et on sent quand même que toute la thématique de la difficulté de se mettre avec quelqu'un dans une relation sérieuse, qui est évidemment la thématique appliquée à Picard, on sent bien qu'on va avoir des échos avec ces deux autres couples par exemple. Mais moi j'ai trouvé quand même que malgré tout ces personnages-là fonctionnaient bien parce que justement ils avaient des choses à se dire. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Discovery. Là les personnages ils ont des vrais trucs à se dire et ils le disent plutôt cool, et les interprètes le jouent plutôt bien, ce qui fait que je trouve qu'il y a une bonne alchimie dans tout ça, quoi. En même temps, en termes de dialogue, c'est pas toujours très bien écrit. Il y a peut-être les acteurs le jouent bien, mais même sur Picard, je trouve que les thématiques abordées, elles sont super intéressantes, mais parfois ça sent quand même c'est un peu forcé. Oui, c'est un peu forcé. J'ai du mal à y croire parfois, donc c'est vrai qu'il y a des gros sabots des fois quand même. Ouais, voilà. En fait, moi je trouve qu'on voit quand même beaucoup ça, et d'ailleurs les thématiques, certes intéressantes, sont un peu même trop mises dans notre face, je trouve. Le fait de le répéter 5 fois au sein de l'épisode, on l'a compris en fait. Mais justement, c'est bien parce que même Q, il s'en moque à la fin de l'épisode, puisqu'il dit à Picard, en fait, tu parlais beaucoup de seconde chance, justement. À ce propos, et d'ailleurs du coup donc cette apparition de Q, Romain, il faut qu'on en parle. Oui, Q carrément, puisqu'on avait quasiment écrit la scène. Il y a un épisode du Coin Pop où j'avais dit, du Cadran Pop, pardon, où j'avais dit que selon moi, Q n'avait aucune raison de vieillir, puisque c'est un être, c'est quasiment un dieu en fait. Donc j'avais dit qu'il arriverait avec sa même tête qu'à l'époque de Next Generation, et qu'il allait dire oh là là, mais capitaine, comme vous avez vieilli, qu'il allait claquer des doigts et qu'il allait rajeunir. Je suis assez ravi de voir que ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu, ce qui prouve qu'on aurait au moins le niveau d'être scénariste pour Star Trek à Hollywood. Ceci étant dit, il n'y avait pas non plus 1000 moyens d'amener la chose, puisque, comme je l'ai dit, Q étant ce qu'il est, il n'y a aucune raison qu'il vieillisse. Accessoirement, tu remarqueras que j'avais pas pensé à ça, mais pour Guinan aussi, ils ont sorti une espèce de petite pirouette assez amusante pour expliquer son vieillissement. Mais voilà, j'ai trouvé la scène marrante. La dernière saison du Mandalorian, il y a un épisode avec Luke Skywalker où ils ont encore fait un pas en avant en termes de rajeunissement des acteurs inouï,
Donc là, tu as un peu l'impression que c'est des effets spéciaux à papa ou quand même très lissés, très 3D, etc. Mais c'est tellement court et un peu flou que moi, ça m'a pas gêné et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Ouais, moi j'ai vraiment adoré cette arrivée de Q et on discutait avant d'enregistrer le podcast dans la journée en disant que quand même Patrick Stewart, sa voix, elle avait quand même vieilli, elle avait quand même changé. Par contre, John Delancey qui joue Q, pas du tout. C'est toujours la même voix et quand il y a le plan où Picard se rend compte qu'il est dans une sorte d'univers alternatif, donc une sorte de univers miroir bis quelque part, une dystopie, une vraie dystopie pour le coup. On verra la différence par rapport à ceux qui disaient que la saison 1 de Picard c'était une dystopie. Là, on va voir vraiment à quoi ça ressemble quand c'en est une. Et quand on commence à entendre la voix de Q et puis qu'il y a Picard qui se prend la tête, qui fait non, ça j'ai vraiment adoré et je pense que ça augure de bonnes scènes entre les deux personnages. Et donc voilà, moi j'étais vraiment ravi de cette entrée en matière qui évidemment clôt le premier épisode. Mais c'est vrai, Marie-Paul, avant ça, il y a aussi la Reine Borg qui fait son grand retour quelque part. Bah oui, alors que moi je découvre, évidemment, puisque je n'ai pas vu. Parce que tu n'as jamais vu, c'est vrai. Tout à fait. Alors que toi, Manon, tu la connais puisque tu as vu First Contact. Mais j'étais très contente de la revoir, mais du coup, elle est très différente. Ah oui, là, elle est comme dans une sorte de sarcophage. Effectivement, il y a Jurati qui dit à un moment, c'est nouveau. Il y a un truc quand même qui est un peu étrange, c'est que au moment de l'explosion, au moment du switch, où justement Picard va dans cet autre univers, sûrement créé par Q, elle dit une chose que disait sa mère à Picard dans un flashback. Sa mère lui dit de regarder en haut, regarder les étoiles, et la Reine Borg, elle dit exactement la même chose, ce qui semble résonner forcément pour Picard. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne sais pas. C'est sa mère. Alors deux choses, la Reine Borg, on n'est pas du tout sûr que c'est la Reine Borg qu'on a connue, première chose. Peut-être qu'il y a une évolution. Moi, il n'y a aucune raison de penser que si c'était la même, elle porterait ce costume. Surtout qu'on sait que cette Reine Borg, on sait par les bandes annonces, donc spoiler, attention, mais on sait qu'on va la revoir, la Reine Borg d'origine, celle qu'on connaît dans First Contact et dans Voyager. Donc on la verra. Donc moi je pense que cette Reine Borg n'est pas la même Reine Borg. Deuxième chose, sur cette scène où elle dit look up at the sky ou je sais pas quoi, qui rappelle en effet une phrase que lui dit sa mère, il y a des gens qui ont tout de suite dit la nouvelle Reine Borg c'est la mère de Picard, ce qui serait le pire twist scénaristique de l'histoire de la télévision américaine, quand même, je tiens à le dire. Et c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de ça. Il faut se rappeler que Picard était Locutus, donc son individualité a été partagée avec le collectif, donc tous ses souvenirs font partie du collectif, donc c'est tout à fait normal qu'une Borg connaissent les histoires et les états d'âme d'enfants de Jean-Luc Picard. Maintenant, je vous préviens, les amis, si la Reine Borg est la mère de Picard, je brûle ma télé, je pars aux États-Unis et je brûle les locaux de Paramount. Voilà, mais je pense qu'en effet, on doit comprendre exactement ce que tu viens de dire, ou alors, quand on connaît pas trop, c'est une espèce de fausse piste, je pense, pour qu'en effet, on se dise ça et qu'en fait, ce soit pas du tout ça, parce que en même temps, ce serait trop obvious et nul, mais surtout évident que ce soit sa mère vu la réplique, parce que là aussi je trouve que c'est un peu gros sabot, donc c'est plus intéressant d'avoir l'interprétation avec ce qu'on peut connaître des épisodes d'avant de la vie de Picard, et notamment First Contact, que ce soit sa mère dans le magnifique Scaphandre. Enfin, ce serait terriblement nul, et en plus ce serait nous le dire, quoi. Enfin, ce serait bizarre. En tout cas, moi, ce que j'ai noté, c'est quand même, elle l'appelle Picard et non pas Locutus. Ça, j'ai trouvé ça. Je pense que ça veut dire quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, là, visiblement, les Borg semblent chercher de l'aide. Ils veulent intégrer la Fédération, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent exactement. Quel est le rapport avec Q ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Normalement, là, à ce moment-là, Picard est censé mourir parce que le Stargazer devrait exploser. Et là, il se trouve face à Q dans un univers alternatif. Alors, ça amène une question très intéressante sur Q, c'est qu'on s'est toujours posé la question dans les épisodes de Q, en tout cas dans une bonne partie des épisodes de Q, est-ce que les événements arrivent à cause de Q ou est-ce que Q intervient sur des événements qui seraient arrivés de toute façon ? Et là, la question se pose, c'est-à-dire que est-ce que c'est Q qui joue avec Picard une nouvelle fois de A à Z, ou est-ce que Q arrive à ce moment-là parce que il y a cet événement qui aurait pu être la fin de la vie de Picard ? Faut quand même pas oublier qu'il meurt dans cette scène, il meurt puisque son vaisseau explose dans lequel il est.
il meurt avec toute sa bande. Donc, est-ce que Q a une nouvelle fois sauvé la vie de Picard, de la même façon qu'on se demandait est-ce que les humains auraient rencontré les Borg sans Q, ou est-ce que Q a permis aux humains de se préparer à l'invasion des Borg? On se pose à peu près la même question. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on peut se demander quand même où est-ce que ça va. Moi, ce que j'espère, c'est que parce que dans les flashbacks de Picard dans son enfance, on voit quand même que sa mère, elle est traînée dans un... Tu vois, ça apparaît un peu irréel, comme s'il y avait un événement particulier qui soit plus que justement un père abusif, par exemple. Est-ce qu'il se serait pas... Tu vois, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup quand même de... Il y a un événement temporel lié à l'enfance de Picard qui fait que du coup Picard il est comme ça, et puis en modifiant légèrement cet événement, à la fin du coup il sera plus open à une relation avec Laris par exemple. Moi c'est ça qui me fait un petit peu peur, quoi. Tu vois, on parlait de seconde chance, est-ce que ça va changer son caractère pour qu'il soit qu'il soit plus célibataire? Je trouve c'est... J'espère pas, parce que je trouve que c'est intéressant qu'on remette en question cette fuite vers l'avant de Picard tout au long de sa vie, vers l'exploration, cette espèce de vocation qui est la définition du personnage, et en même temps c'est la définition du personnage, donc même s'il a le droit d'évoluer, en effet, effacer cette essence même du personnage pour lui donner une espèce de nouveau départ, alors qu'il a bientôt 100 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En même temps, un nouveau départ à 100 ans, il y a quelque chose de beau dans cette idée, mais je sais pas, je trouverais ça un peu dérangeant que ce soit la morale du truc, je sais pas. N'oubliez pas qu'à la fin de la saison 1, il a déjà un nouveau départ. Donc il a échappé à la mort déjà à la fin de la saison 1, donc Mais disons qu'en plus cet épisode, il résonne beaucoup avec le film Star Trek Génération, où justement déjà Picard s'interrogeait sur ses choix de vie. De se dire, qui résonnait d'ailleurs avec ceux de Kirk qu'il rencontrait dans le film, où il se disait mais ouais, moi j'ai pas de famille, quoi. J'ai rien construit, j'ai tout donné à ma carrière, et est-ce que ça vaut le coup, tu vois? D'ailleurs, dans son discours à Starfleet Academy, il dit je serai le dernier Picard. Donc c'est directement lié à Star Trek Génération, pour le coup. Ça prouve que ça le hante quand même. Tout à fait. Et toi, Manon, tu l'as vu ce film ou pas? Et non, je ne l'ai toujours pas vu du coup. D'accord. Bon, on va pas te spoiler. C'est pas un très bon film, honnêtement, mais non, on peut pas dire ça. C'est un film moyen dans lequel il y a des bonnes scènes, en particulier sur Picard. Il y a des excellentes scènes qui m'émeuvent à chaque fois. Mais du coup, je me suis toujours demandé, dans la temporalité, du coup, c'est la toute première apparition de Picard, c'est là où il serait le plus jeune, ou du coup, ça se passe... Non, ça se passe après le dernier épisode de Next Generation, si tu veux. Ça se passe 1 ou 2 ans après le dernier épisode de The Next Generation. Non, vraiment dans la foulée, parce que le film, il est sorti même année, à peine un an après la fin de la série. Donc, Ah ok, j'ai toujours cru que c'était avant, en fait c'est après. Autant pour moi. Ah non, vraiment... d'ailleurs, c'est les mêmes costumes, c'est les mêmes décors, c'est juste que c'est filmé, c'est un film, quoi. Le film s'appelait Génération, si tu veux, parce qu'il faisait au cinéma la transition entre les films de l'équipage classique, donc Kirk et Spock, et les films de l'équipage Next Generation. C'est pour ça que dans ce film-là, donc tu as tout l'équipage de Picard, mais tu as aussi Scotty, Chekhov et Kirk. D'accord. Et c'est pas terrible. Non, il est pas il est mal écrit pour le coup, mais il y a quand même des pures scènes dedans. Je viendrai trancher ce débat une fois que j'aurai vu le film, je vous promets. Ça marche. D'ailleurs, justement, oui. Bon, juste pour finir sur l'histoire d'amour dont on parlait avec Laris. Bon, moi, j'ai pas de mal à croire à cette scène d'amour. Comme tu citais Matou, qui l'a très bien dit. Bon, c'est clair qu'ils se sont débarrassés de ce pauvre homme romulin dont j'ai oublié le nom, Yaban, je sais plus comment il s'appelait, pour pouvoir mieux faire tomber Laris dans les bras de Picard. Bon, ça, on les pardonnera. Ce qui est un peu plus gênant pour les vieux fans, c'est où est Beverly Crusher quand même. Nous, on a toujours pensé que le grand amour caché de Picard, c'était Beverly Crusher. Et avant qu'on nous sorte cette histoire de parentalité compliquée, on pensait que la raison pour laquelle il ne concluait pas avec Beverly Crusher, c'était parce qu'il se sentait responsable de la mort de son premier mari, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Beverly suite à dans les dernières années de Picard? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Et je serais quand même très, 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 très frustré que s'il continue dans cet arc de réflexion sur les amours de Picard et qu'à la fin de la saison, voire des 2 prochaines saisons, je serais quand même très frustré que Beverly ne soit pas évoquée, voire montrée à l'image. Disons que la discussion avec Guinan, on sent qu'il l'évoque sans la nommer.
elle et d'autres. Mais t'as raison. Pour moi, j'ai du mal à imaginer qu'on ne voit pas Beverly Crusher. Il faut conclure ça, quoi. C'est parce qu'à la fin de la série de la nouvelle génération, ils prennent le parti tous les deux sciemment de ne pas se mettre en couple, même si ils sentent qu'ils pourraient, mais ils décident de pas le faire, de pas concrétiser. Alors que dans le dernier épisode de Next Gen, quand ils sont dans le futur alternatif, mais quand même le futur, on se rend compte qu'ils ont été mariés quand même, qu'ils ont fini, ils ont construit quelque chose ensemble. Ils ont divorcé. Donc, Mais d'ailleurs, du coup, c'est un peu... Limite, on aurait aimé que ce soit pas Laris et Beverly, du coup, parce que moi, je rejoins complètement Marie-Paul. Je trouve cette scène très, très gênante, parce que pas forcément bien écrite, et elle vient de nulle part, et j'ai mis au moins 2 minutes à replacer le personnage de Laris. En plus, je me demandais qui est cette personne de qui Picard semble être très proche, parce que honnêtement, je l'avais un peu oublié. Du coup, ouais, j'avoue. Bon, après, c'est moi et ma très mauvaise mémoire. On peut pas être tous amoureux de Laris, Guigui. Moi, je suis amoureux de Laris, ouais, j'avoue. Et pour le coup, j'ai aussi 20 ans d'écart avec l'interprète, mais dans l'autre sens. mais ouais, du coup, c'était bizarre tout de. Après, oui, il y a eu 2-3 ans en effet, donc il s'en passe des choses dans la vie des gens, mais je sais pas, j'ai pas été très très convaincue par cette scène. Moi, j'avais trouvé quand même qu'il y avait un feeling particulier entre les deux personnages déjà dans la saison 1, mais pas au point d'en arriver là, quoi. Je trouve que moi, c'est je la voyais quand même plus comme Picard était peut-être pas une figure paternelle, mais une personne qu'elle aime profondément, mais pour laquelle il y a pas d'amour. C'est un amour platonique, quoi, familial, quoi. C'est ça, ouais. Je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à croire à ça, quoi. C'est quand même un truc qui m'a un petit peu embêté, alors que j'ai adoré vraiment tout le reste, quoi. Le fait que Jurati elle soit débarrassée de son truc, évidemment on s'en doutait que ça se passerait comme ça, que Picard finalement aucune conséquence au fait que maintenant c'est devenu un androïde. Oui, on avait lu les interviews d'Akiva Goldsman qui semblaient suggérer que oui, on en a rien à foutre, en fait c'était une fausse bonne idée, on n'aurait pas dû le faire, et maintenant on s'en débarrasse parce qu'on sait pas quoi en foutre et on part sur autre chose. C'est comme ça, moi je l'accepte parce que effectivement une saison égale une histoire, et j'espère que cette saison 2 elle nous donnera une bonne histoire, quoi. Pour le moment c'est bien parti, mais on n'est pas à l'abri qu'effectivement ça parte en couille en plein milieu, quoi. 2 petites choses. Sur le corps de Picard, si vraiment ils s'en foutent, ils auraient pu utiliser Q. Il me semble que ça fait partie des prédictions qu'on avait faites aussi, et c'est un peu dommage. Moi, j'aurais bien imaginé Q lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette horreur de corps qu'ils vous ont mis, et claquer des doigts, et d'un seul coup, Picard se retrouve avec un corps humain de nouveau. Tu vois, j'aurais bien imaginé une scène comme ça. Non, ça serait trop abusé. Trop abusé. Franchement, entre ça... Qu'est-ce qui est le plus abusé, honnêtement? Q qui te redonne un corps humain parce que finalement c'est Q et qui se bat les couilles de tout, ou Picard qui est quand même dans un corps d'androïde et t'as l'impression que pour lui ça a été comme de changer de chemise, si tu veux, quoi. Si tu prends 2 pas en arrière, tu te rends compte que c'est quand même beaucoup plus traumatique que de pas s'être marié à 107 ans. Je pense que les deux solutions sont pas bonnes. Ouais. Et la deuxième chose, vous m'avez fait ouvrir les yeux sur un truc, c'est qu'en fait, l'histoire de Beverly, elle ressemble quand même un peu à l'histoire de Laris. Et finalement, Picard, il aime bien se taper les meufs de ses potes, en fait. Parce que finalement, il refait avec Laris exactement ce qu'il avait fait avec Beverly, quoi. Il entame une relation avec un mec qu'il a très bien connu et qu'il a beaucoup aimé. Il y a une différence, quoi. Là, c'est Laris qui fait des avances et lui, il n'avait pas l'air d'y avoir pensé, en fait. Ouais, je sais pas, voilà, pour le coup, est-ce que c'est pas parce qu'il est empathique et que du coup, il souffre, il est triste de la perte de ces 2 personnes et développe des sentiments un peu, tu vois, qui mélangent avec. Tu veux dire que c'est par compassion il accepte de coucher avec elle? Techniquement, il a rien fait. Si vous observez quand même les scènes, par exemple au tout début, Picard quand il regarde Laris, quand il prépare les vendanges. D'ailleurs c'est bien ça, putain, les vendanges où tu téléportes le raisin, t'as pas besoin de les cueillir, putain c'est vraiment super. Génial. Scène absolument géniale. Franchement, le début de l'épisode, il enterre complètement le début de la première saison. Et en fait, à un moment donné, il y a Picard qui regarde Laris en train de bosser, je sais pas quoi, et là, il a pas du tout un regard amoureux sur elle. Il a l'air d'être content, elle bosse, le truc, il avance, quoi. Et après, elle le cherche du regard.
Et puis parce que moi comme je vous l'ai dit, j'ai vu 2 fois l'épisode aujourd'hui. Et dans la scène où effectivement Laris, en fait, c'est Laris qui lui déclare sa flamme. Elle lui explique bon bah voilà, mon mec il est mort, mais chez nous les Romuliens c'est pas pareil. Nous on se remet direct avec quelqu'un. Notre deuil il est pas, tu vois, je veux dire, ils ont justifié ça comme ça. On organise des grosses orgies. Quand il y a un décès d'un proche, on fait des grosses orgies pour se et Picard, lui, il a l'air quand même d'être un peu surpris et puis voilà quoi. Il essaye de répondre à ses avances et puis il se dit non, bah non. De toute façon, je suis pas bon pour ça, donc. Mais voilà. Non, il y a quand même un truc que j'aimerais noter sur ce premier épisode qui, moi, m'a fait vachement plaisir. On a beaucoup parlé des états d'âme de Picard dans cet épisode. Hein, c'est vrai, il pousse dessus très fort. Mais il est quand même gai, j'ai trouvé, dans cette saison. Dans ce début d'épisode, il est content, il est là dans ses vignes. Tu te rappelles, dans la première saison, il se baladait dans ses vignes avec son chien. Tu avais l'impression vraiment d'un mec en fin de vie. Tu vois, c'était un peu la soupe aux choux, l'histoire, quoi. Là, je sais pas. Là, il est gai, il est content, il picole son pinard, il sourit et tout. C'est la fin de la saison, c'est la journée qu'il préfère de l'année. Donc... Ouais, c'est ma journée préférée de l'année, et les autres personnages, c'est pareil, tu vois. Alors, c'est vrai que Jurati, la meuf, elle est en mode, ouais, bon, j'ai été acquitté, génial, j'ai tué mon mec, j'ai été acquitté, c'est un peu la veuve joyeuse, mais elle est gay. Raffi, elle est gay. Après, Jurati, on sous-entend qu'elle est complètement bourrée, on est d'accord, hein. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est pas sous-entendue, elle est en train de boire un coup, oui. Elle le dit. Oui, elle est cuite aux patates. Mais globalement, il y a de la bonne humeur dans ce premier épisode. Et c'est peut-être ça qui manque cruellement à Star Trek dans l'ère Kurtzman. Hein. C'est ce que beaucoup de fans reprochent, à raison pour le coup. Discovery, c'est sombre, mais t'as l'impression que c'est un enterrement à chaque épisode. La première saison de Picard, elle avait quand même ce défaut qui rendait un peu malheureux. C'est-à-dire que t'avais l'impression que tous tes personnages préférés avaient eu des vies de merde, en fait. Picard, il était tout malheureux. C'était devenu un rebut dans la Fédération. Riker et Troy, ils avaient perdu leur premier enfant, ce qui est quand même pas très très drôle non plus. Là, ils ont essayé de mettre un peu de gaieté dans ce premier épisode, et ça aussi, j'espère qu'ils vont réussir à le conserver dans le reste de la saison. Et ça, je suis sûr que ça vient je suis d'accord. Il n'y a que Seven qui fait la gueule. Ouais, mais ça, c'est Seven. Oh, elle fait la gueule, mais elle fait des blagues. Et elle fait quand même des blagues, ouais, j'aime bien. Ouais, j'attends pas non plus que la Reine Borg elle se mette à chanter les sardines quand on va la retrouver, si tu veux. Mais pour le reste, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, on se demande pourquoi on a senti plus Star Trek dans cet épisode que dans d'autres épisodes, Guigui, depuis qu'on l'a vu. Alors il y a les uniformes, il y a les vaisseaux, il y a tous ces trucs-là, mais il y a aussi de la bonne humeur. Et putain, la bonne humeur, c'est fait une partie intégrante de Star Trek, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que moi je trouve que les personnages, moi j'ai plus de sympathie pour eux, et que du coup toutes les pilules, les mauvaises pilules pourries de mauvaise écriture, bah ça passe mieux, alors que dans Discovery ça passe pas, parce que dans Discovery il y a même pas ça, quoi. Parce que de toute façon, donc Star Trek ça a jamais été parfait, hein, de tout temps, il y a toujours eu des grosses bourdes. Bon, c'est vrai, on l'a déjà dit plusieurs fois, le fait d'avoir ce mode d'écriture feuilletonnant multiplie les bourdes de manière intrinsèque dans les épisodes. Mais du coup là au moins effectivement je trouve que ça passe mieux. Il y a quand même juste un truc, et moi je vais finir là-dessus, c'est le générique, la musique du générique. Ils l'ont remaniée, je trouve qu'elle est catastrophique, quoi. C'est une bouillabaisse cette musique. Complètement d'accord, moi j'ai pas compris ce qui m'arrivait au début, je me suis dit... En plus il me semblait bien que j'avais adoré la musique du générique, et c'était pas le cas de tout le monde, mais de la première saison, et du coup j'ai eu un moment d'absence en regardant, en écoutant ce nouveau générique, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ouais, je comprends pas trop ce choix du coup. J'ai l'impression que ça durait 22 minutes aussi le générique du début. Moi, le premier était long aussi. Enfin, en première saison, il était long. Le bouton skip, il va chauffer sur cette saison, je vous le dis. Ah, sinon, il y a juste un autre dernier truc que j'aimerais dire, c'est que j'en ai marre qu'on cite le Kobayashi Maru. Sans déconner, pitié. J'ai l'impression que dans les séries de Kurtzman, c'est à toutes les saisons, dans toutes les séries, quoi. C'est dans Prodigy, dans Discovery, dans même Discovery, il y a un épisode qui s'est appelé comme ça cette saison. Là, je veux dire, ça fait 3 fois en 4 mois tous les mois quasiment, on nous cite le Kobayashi Maru. Franchement, pitié, faut arrêter, quoi. Ouais, si c'est tellement traumatique le Kobayashi Maru, faudrait peut-être envisager de l'enlever, parce qu'apparemment les mecs sont traumatisés jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à 107 ans, ils pensent encore, quoi. On va conclure. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qui a envie de dire quoi pour conclure? Ben écoute, moi je suis vraiment vraiment très très contente de revoir Q. En vrai, l'acteur, il est là de retour pendant, je sais pas, il dure peut-être 40 secondes, 50 secondes sa scène. Il a pas beaucoup de lignes de dialogue, et je trouve que on le retrouve comme si on l'avait jamais quitté pour le coup. Ça sonne tellement Q tout ce qu'il dit, que je trouve ça génial. Donc j'avoue que c'est cette partie, c'est le fait de revoir ce personnage et cet acteur qui m'excite le plus pour la suite.
Et ouais, voilà, comme je l'ai dit, je trouve que c'est pas un épisode parfait, mais il a aussi ce rôle d'épisode de transition pour nous présenter les nouveaux enjeux de cette saison. Et en vrai, je suis quand même bien excitée pour la suite, donc bien contente d'avoir retrouvé Picard et son équipage. J'ai hâte de voir ce qu'on va effectivement, ce qu'ils vont en faire. Est-ce que comme tu le prédisais, ça va être juste l'épisode 2 ou ça va être un truc alternatif et on revient ensuite dans le passé sur Terre. C'est toujours marrant de voir qu'est-ce qu'ils vont imaginer et qu'est-ce qu'ils vont leur faire à Q, qui est quand même un sacré sociopathe, mais en même temps empathe quelque part parce qu'il a quand même aidé par le passé Picard à se sortir de trucs. Donc je sais pas, à voir. C'était marrant effectivement de finir sur cette note-là. Ça rebooste l'écriture et les problèmes un peu qu'il y a eu dans cet épisode qui était cool. Moi, j'ai été emballé. Il y a un truc qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est que ça fait quand même plaisir d'avoir 2 épisodes de Star Trek par semaine. C'est quand même, moi, j'ai connu ça à l'époque de DS9 et Voyager. Ça fait quand même vraiment plaisir. Après, pour le reste, moi, ma seule peur pour le reste de cette saison, c'est que, en fait, comme on sait déjà que le scénario va énormément se rapprocher de, à la fois Yesterday Enterprise et de Star Trek 4, peut-être même d'ailleurs plus de Star Trek 4 à partir du moment où ils vont voyager dans le passé que de Yesterday Enterprise. J'espère qu'être en terrain tellement connu, ils vont réussir à créer quelque chose d'original et à nous surprendre. Ma peur pour cette saison, finalement, c'est de ne pas être du tout être surpris, si tu veux. Je pense qu'ils gardent énormément de cartes dans leur manche, mais c'est ça ma peur pour cette saison. Tout à fait d'accord avec toi. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, justement, dans l'épisode 2, qui sera donc l'espèce de univers miroir bis, c'est par exemple qu'il croise un Riker, du coup, un Dark Riker, qui lui mettrait des bâtons dans les roues, tu vois, qui l'empêcherait de faire quelque chose. Ça serait intéressant à voir. Moi, ce que j'aimerais voir cette saison aussi, c'est l'USS Relativity, qui est un vaisseau de futur de la fédération du 27e ou 29e siècle, je ne sais plus, qu'on a vu dans Star Trek Voyager, qui est un vaisseau spatio-temporel qui justement est là pour régler les altérations du temps. Et dans la bande-annonce, il me semble avoir reconnu l'acteur qui interprétait le capitaine de ce fameux vaisseau. Donc j'espère qu'il y aura de ça et que justement les surprises dont tu parles, parce que cet épisode de Voyager était absolument génial, hein. En fait, on se rend compte que il a utilisé Seven plusieurs fois comme agent temporel, et en fait Seven est morte plusieurs fois et il y a eu plusieurs versions d'elle. Enfin, c'est un épisode vraiment un peu à la Rick et Morty quelque part, qui était vraiment vraiment super. Et donc j'espère avoir des surprises par rapport à ça, effectivement, et puis que ça débouche quand même sur des problématiques un peu philosophiques et pas seulement sur les états d'âme des personnages pour savoir s'ils peuvent être amoureux ou pas, quoi. J'espère que ça va aller au-delà de ça. Et puis voilà, et puis ça sera déjà pas mal. Et puis il y a aussi Brent Spiner qu'on va revoir dans le rôle d'un ancêtre du Dr. Soong encore. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que c'est clair que pour moi c'est Q plus que Guinan ou la Reine Borg, c'est Q qui est pour moi l'attrait principal, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très très énervant, mais que justement, comme il est énervant, et surtout il amène souvent des histoires qui seraient pas possibles autrement qu'avec un personnage comme ça, en fait, d'avoir un personnage omnipotent, omniscient, qui est facétieux, et qui justement est une attache, je trouve, entre l'époque de la nouvelle génération et l'époque de la série classique, parce que c'est typiquement le genre de personnage qui pourrait qui déboule de la série d'origine, quoi. Donc c'est pour ça que Q, il a cette aura un peu particulière, je trouve. Et puis c'est typiquement le personnage qui a challengé Picard tout au long du temps où on l'a connu dans Star Trek, donc c'est limite, il aurait fallu que ce soit, parce que je sais plus, au niveau des saisons, ils ont promis une saison 3, c'est ça? Il y a déjà tourné d'ailleurs. Ouais, du coup, ça me fait presque bizarre que Q soit pas peut-être l'opposant de la saison 3, parce que je trouve qu'il y a un côté, on a envie de terminer avec Q quelque part le voyage de Picard, je trouve. Je me suis dit la même chose. Ouais, je suis pas sûr que... Je me suis posé la même question que toi, et c'est une question très intéressante. Je suis pas sûr que... Je me demande si la saison 2 et la saison 3 vont pas être dans une parfaite continuité, en fait, si tu veux, que ça se termine par un cliffhanger et que l'arc s'achève dans la saison 3. Qu'ils finissent comme TNG, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand même, hein. Quand tu penses qu'ils nous ont montré,
tu te rends compte qu'il nous avait montré Guinan, on se rend compte qu'en effet, elle était dans le premier épisode. Q, il était dans le premier épisode. En effet, ils nous ont teasé Brent Spiner et la Reine Borg, mais je pense qu'on va les voir très rapidement, dès le deuxième épisode. Donc finalement, ils nous ont montré très peu de choses jusqu'à présent. Donc évidemment qu'on va s'attendre à des surprises. Eh ben, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Est-ce que vous avez des actus? Toi, Romain, je sais que non. Moi, je déménage bientôt, j'espère, et voilà, je vous aime. C'est mon actualité. Et toi, Marie-Paul? Écoute, moi j'ai ma prochaine traduction qui sort à la fin du mois. Je suis très contente. L'autobiographie de Trina Robbins, qui est une grande autrice et historienne des comics américains, ça sort chez Bliss, Last Girl Standing. Donc j'ai vraiment pris un plaisir infini à travailler ce titre sur lequel je suis aussi éditrice. Donc voilà, 25 mars normalement en librairie. Bravo. Et toi, Manon? Pas d'actu particulière, donc je vais piquer la formule de Romain et dire à tout le monde que je les aime. Parce qu'on a besoin de se le dire en ce moment. Ah, mais oui, on vous aime. Mais sinon, t'as pas des podcasts YMCU qui arrivent? Il n'y a pas une série Marvel qui va débarquer bientôt? Je pense qu'on va reprendre avec Moon Knight à la fin du mois de mars, mais on est qu'au tout début du mois de mars, là. Donc d'ailleurs, il faut que je fasse quelques lectures, parce qu'en vrai, je n'ai rien lu de Moon Knight pour l'instant. Du coup, je vais quand même essayer de faire un peu de devoir avant que la série commence. Mais c'est le 30 mars ou le 31, je sais plus, j'ai plus. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est dans 2-3 semaines. Donc j'ai encore un peu de temps. Manon, toi qui es grande fan de Sir Patrick, il y a eu une annonce quand même cette semaine sur l'univers Marvel. Alors, je veux pas spoiler si tu n'as pas vu passer, mais... Alors, c'était une semaine très compliquée au boulot, mais de là à manquer une grande annonce sur l'univers, ça m'étonne. Mais du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Un certain film qui va sortir bientôt. Oui. Est-ce qu'on parle d'un truc dans la bande-annonce de Doctor Strange ou pas du tout? Oui, c'est ça, tout à fait, on parle de ça. Il y a eu une officialisation? Il a confirmé, ouais. Tout à fait, il a confirmé. D'accord, ok. Eh ben, je n'ai pas... Il a même fait style, oh là là, j'étais un peu malade quand j'ai tourné ça, c'est bizarre que les gens aient reconnu ma voix. Voilà. Moi, le dernier truc que je m'étais arrêté, c'est plein de gens au cours du temps ont essayé d'imiter ma voix ou je sais pas quoi, et du coup, mais il y a plus d'une semaine. D'accord, ça m'arrange pas du tout parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée, mais d'accord. Vous me l'apprenez. J'avoue que vous pouvez m'entendre dans YMCU souvent râler de comment il faudrait ou pas intégrer les X-Men et justement ne surtout pas reprendre les anciens acteurs pour faire cela. Donc je suis j'ai pas compris pourquoi ils prennent pas McAvoy. Mais... En tout cas, on aura hâte d'écouter dans le coin pop justement quand il y aura le Doctor Strange 2 qui sortira. J'espère que je serai libre à ce moment-là pour en discuter parce que je pense qu'il y aura plein de choses à dire. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Salut. Au revoir. Program complete.